Je rentre de l'école, j'ai le ballon sous le bras et je tape pendant 1 heure, 2 heures le ballon contre le mur. C'est mon premier vrai souvenir et je crois que c'est là où je me rends compte que j'ai un truc avec le football. Marinette Pichon est attaquante. Elle est la meilleure buteuse de l'équipe de France. 17 buts en 26 matchs. Marinette, c'est le danger numéro 1 pour l'adversaire. Les équipes de femmes les plus proches sont à 100 km. Et tu veux jouer au foot et t'es bonne. Donc, tu vas jouer avec les garçons. Tu peux nous ramener un peu à ce moment-là quand tu commences à jouer avec les hommes. Si Jean-Claude n'est pas là, l'introduction n'est pas la même. Il s'approche de moi et il me dit « mais Tu veux jouer? » Et je lui réponds « bah non, je ne peux pas. » Mais pourquoi pas? Parce que je suis une fille. Puis il me tend un dossard et il me dit « viens t'entraîner. » À partir de là, je suis allé sur le terrain et le ballon restait collé au pied. À un certain moment donné, c'est l'Amérique qui t'appelle. C'est la première ligue professionnelle de soccer féminin. C'est là où C'est il le faut haut être. niveau, là. Exactement. Ça t'a pris combien de temps avant de dire oui? 1 minute? Non, ça Une m'a pris semaine? 1 mois. Tu as vécu des choses exceptionnelles pendant ta carrière et même dans ton après-carrière, Marinette. Il n'y a pas une fierté qui revient un petit peu derrière tout ça? Si, je suis fière parce que j'ai cette opportunité de libérer la parole. Et si, à travers ma parole, ça peut ouvrir des portes, encourager, soutenir, donner un exemple, et je le ferai volontiers. Marinette Pichon, vous êtes une ancienne footballeuse professionnelle française qui a joué entre les années 92 et 2007. Tout au long de votre carrière en tant qu'attaquante, vous avez marqué des buts avec l'équipe de France, le Philadelphia Charge, les Wildcats du New Jersey, ainsi que le FCF de Juvisy. Jusqu'à 2020, tu détenais le plus grand nombre de buts marqués par un homme ou une femme en équipe de France avec 81 et tu as fait partie de la première équipe féminine à se qualifier en phase finale de la Coupe du Monde. À la fin de ta carrière, tu écris un livre en partenariat avec Fabien Lévesque s'intitulant « Ne jamais rien lâcher ». Ce livre sera d'ailleurs repris au grand écran pour bien expliquer aux Français tous les défis que tu avais vécus avant de devenir une des meilleures joueuses du monde. Marinette Pichon, merci beaucoup d'être sur le podcast Histoire de foot aujourd'hui. Ça me fait un immense plaisir d'être avec toi, tout simplement parce que je pense qu'on a pas mal de choses à se dire. Bien sûr, il faut parler foot, mais depuis 1 an et demi, 2 ans, tu as fait quand même beaucoup plus d'interviews avec tout ce qui s'est déroulé, le livre, le film, la démocratisation, on en parlait un petit peu avant le début du podcast, du foot féminin. On te voit beaucoup plus, là. Oui, parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire, en fait. Et puis, j'ai la chance de pouvoir libérer la parole, de pouvoir utiliser le livre, puis le film, mon biopic, ma vie, pour envoyer des messages forts à des femmes, à des jeunes filles, à des parents ou autres qui s'interrogent, qui se posent des questions. Et à un moment donné, quand il s'agit de répondre, et quand tu m'as contacté, je t'ai dit, OK, on va trouver un moment, t'inquiète pas, Antoine. On va discuter, toi et moi. Donc, je pense que c'est bien de recevoir, mais de redonner aussi. Et parlons un peu de cette belle histoire de foot. On va recommencer peut-être un petit peu en arrière pour donner un maximum de contexte aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui d'ailleurs, si vous n'avez pas acheté le livre de Marinette ou vu le film, je vous invite à le faire. Tu as marqué l'histoire, Marinette, du foot en France, autant par ton talent que par ton courage de t'affirmer publiquement sur les inégalités entre hommes et femmes. Tu as également eu le courage d'aller jouer aux États-Unis. Tu as joué en France pendant quasiment toute ta carrière, jusqu'à ce qu'il y ait une opportunité qui se dévoile, je crois, en 2001, avec une ligue professionnelle de femmes qui s'est mise en place aux États-Unis. Tu as joué à Philadelphie. Ils ont même fait des sandwichs à ton nom. J'ai été capable de voir ça. Et une peluche aussi. Une peluche aussi. Attention, j'avais une peluche à moi. Ouais, parce que je célébrais en faisant la monkey dance. Oui, j'ai vu ça. Et du coup, c'est devenu un produit dérivé et puis ça marchait du tonnerre. Incroyable. Alors, tu voyais, c'était vraiment cool. Tu dois avoir une belle fierté quand même. La Française qui arrive là-bas, puis rapidement, qui révolutionne tout. La coqueluche de la ville. Mais bon, toute cette belle carrière, elle commence quelque part à Bar-sur-Aube, plus précisément en 1975, au meilleur de tes connaissances. Ton premier souvenir avec un ballon, c'est quoi? Je rentre de l'école. J'étais en école maternelle, 5 ans, 4 ans et demi. J'ai le ballon sous le bras parce que j'ai toujours le ballon sous le bras. Et je suis dans le garage et je tape pendant 1 heure, 2 heures le ballon contre le mur. À cette époque-là, j'ai 5 ans, 4 ans et demi, je me pose pas vraiment la question de qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais devenir. Je sais que j'aime ça. Je sais que j'arrive à garder le ballon dans le mur bien, de façon assez bien maîtrisée. Puis je prends du plaisir. J'ai l'impression d'être juste concentré sur quelque chose avec le ballon et puis le mur. Et c'est mon premier vrai souvenir. Et je crois que c'est là où je me rends compte que j'ai un truc avec le football.
Et bon, ce qui est intéressant, c'est quand tu joues dans ta ville natale, il n'y a pas d'équipe de femmes. Ou les équipes de femmes les plus proches sont à 100 km, je crois bien. Mais tu veux jouer au foot et t'es bonne. Donc, tu vas jouer avec les garçons. Et je pense que ça se passe plutôt bien, mais ça aurait pu moins bien se dérouler si tu n'avais pas eu une aussi bonne intégration par un certain Jean-Claude Richel, si je ne me trompe pas. Peut-être tu peux nous ramener un peu à ce moment-là quand tu commences à jouer avec les hommes. Est-ce qu'ils sont jaloux un petit peu de ton talent? Est-ce qu'ils essayent de te rendre la vie un petit peu plus difficile? Ben, en effet, parce que je pense que, en fait, si Jean-Claude n'est pas là, l'introduction n'est pas la même. Parce qu'il brise les stéréotypes. Lui, il dit, attends, en disant, je tire la main de ma mère, j'entends les bruits des gamins qui étaient super heureux, puis je tire la main de ma mère en me disant, bien, on va voir l'entraînement, on va voir ce qui se passe dans ce stade. J'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière ça, quoi, derrière ces cris de joie. Et puis, je m'approche près de la balustrade, et puis t'as mon futur éducateur, et je pense que c'est vraiment l'homme clé de ma carrière, au final. Et il s'approche de moi et il me dit, mais t'as envie de jouer? Et je lui réponds, bah non, je ne peux pas. Je suis une fille. Il rigole, puis il me tend un dossard et me dit, viens t'entraîner. À partir de là, je suis allée sur le terrain, ma mère est restée derrière la balustrade, et le ballon restait collé au pied. Et je driblais les gars, je marquais, je driblais, je marquais. Il s'est tourné vers ma main en disant, pas mal quand même. Et puis, ça a commencé comme ça. Et la phrase que Jean-Claude a exprimée, c'était « Quoi, vous avez jamais vu une fille? Allez, on avance. » Et puis, voilà, ça s'est arrêté là. Ouais. Et après, je suis rentrée dans un petit, dans un petit rôle de coqueluche, de mascotte, à avoir mon vestiaire, à avoir l'attention des gars. Et tu marques beaucoup de buts. Je marque beaucoup de buts. Tu as du plaisir? Énormément de plaisir. Et comment ça se déroule un peu la dynamique avec les autres? Est-ce que tranquillement, ils te voient comme un des leurs, une des leurs ou une ennemie? Comment ça se met en branle tout ça? Parce que si on regarde bien et qu'on lit bien le livre et qu'on regarde un peu ce qui s'est passé dans ton biopic, on voit que déjà tu te démarques là. C'est pas parce que tu es une fille que tu es moins bonne que les gars. Au contraire, tu es même une des meilleures joueuses plutôt de la ville. Comment ils t'ont accueilli après, à travers le temps? Est-ce que c'est devenu plus difficile ou pas? Non, pas du tout. En fait, j'ai toujours été accueillie comme leur mascotte. En plus, je marquais des buts, j'étais cool, on rigolait aux entraînements. Il y avait beaucoup de respect. J'ai jamais eu, en fait, j'ai jamais vraiment été confrontée à l'opposition des gars ou des parents. Je crois qu'il y a peut-être un parent, une fois, qui a approché ma mère en lui disant « Mais pourquoi vous la mettez pas à la majorette ?» C'était au tout début. Oh wow. Parce que ma mère a répondu « Parce que elle aime le soccer, le football, quoi. Donc, je la mets au football. » Et puis, c'est tout. Puis, ma mère a un sacré caractère. Donc, c'est une Ardennaise bien costaud. Donc, voilà. Puis, ça s'est fait comme ça. Et tout au long de ma carrière, au final, à leur côté, j'ai été supportée. Vraiment. Supportée par Jean-Claude, supportée par les gars. Ta mère, je pense qu'elle a ma mère est très importante dans l'histoire. Ma mère a été exceptionnelle parce que c'est elle qui, au final, dans le dos de mon père, va m'inscrire, m'emmener aux entraînements, va garder ça secret et puis va se laisser aller par la passion que j'ai pour le football. Et bon, tu peux jouer avec les garçons, avec les hommes jusqu'à 16 ans. Il y a un règlement qui fait qu'après 16 ans, tu ne peux plus jouer avec eux. Est-ce que tu avais envie de continuer avec eux? Est-ce que tu étais un petit peu frustré de ce règlement-là? Comment tu vois le tout là, à ce moment-là? Je suis frustrée parce que je ne vois pas de possibilité après ça. Quand la sanction tombe, en fait, je sais que ça va tomber tôt ou tard parce que ça faisait déjà une année, 2 années que j'avais en dérogation. Donc, la 3e année, on savait que ça ne passerait pas. Mais je pensais que j'aurais une solution qu'on me proposerait quelque chose pour faire cette transition. Puis en final, on m'a dit, non, il n'y a rien. Et si Jean-Claude ne se renseigne pas sur les clubs féminins aux alentours, jamais je vais faire les détections à Saint-Mémy et puis jamais je rejoins un effectif féminin. Donc là encore, c'est lui qui m'a soutenu, m'a accompagné, qui a fait les démarches et puis qui a, au final, cru en mon talent. Moi, j'étais contente, je jouais, certes, je jouais. Mais j'étais loin d'imaginer qu'un jour je porterais les maillots frappés du coq et puis que je marquerais des buts pour cette équipe nationale. Beaucoup de buts même. Beaucoup. Et bon, ça se met en place en 91, ton intégration avec les filles, les femmes pour la première fois. Âgée de 16 ans,
tu rejoins la première équipe féminine de ta carrière, l'Olympique de Saint-Memy. Tu joues finalement dans une catégorie féminine. Ma question pour toi, c'est quoi le niveau? Tu as joué toute ta vie avec des hommes, avec des garçons. Pour toi, ça devait être ça le calibre, ça le niveau. Tu joues avec des femmes. Est-ce que tu te rends compte que tu es peut-être un petit peu plus forte que tout le monde et beaucoup plus forte que tout le monde? Sur les premiers entraînements, je vois que je vais plus vite, que je frappe plus fort, considérablement. que j'anticipe les choses. J'ai pas peur d'aller au contact. Et c'est ce que m'a amené la pratique au sein des garçons, en fait. Ouais. Quand tu reçois le ballon, les garçons vont plus vite sur le porteur de balle, donc ta prise d'information, elle doit être plus rapide. Si tu veux marquer un but contre un garçon en tant que gardien, il faut frapper plus fort. Donc, j'arrive avec tout ça et j'ai toujours ce pas d'avance final sur mes coéquipiers. Et puis, je vais péter tous les standards. Je vais péter les standards, je vais courir plus vite, je vais sprinter, je vais durer plus longtemps, je vais marquer plus de buts, je vais avoir un caractère. Et puis, parce que au final, j'ai pris tout ce qu'ils m'ont donné. J'ai pris leur caractère, j'ai pris leur adversité, j'ai pris leur façon de se résigner, de s'investir, de s'impliquer. Et ça, je le transpose chez les filles. Et il y a peut-être deux écarts à ce moment-là. Et les gens s'en rendent compte après un premier entraînement? Après une semaine, ça va vite? Ouais, je dirais qu'après le premier mois, tout va aller très vite. Tout va très vite. Championnat, je marque but sur but, je prends confiance. J'ai des super coéquipières qui me donnent des super ballons. Première saison, on va monter de championnat. Deuxième saison, on va monter. Troisième, on va monter. Et on va aller jusqu'au plus haut niveau tout ensemble à vivre l'aventure de la montée à l'époque qui s'appelait la Nationale 1A, avant de s'appeler maintenant la D1 Arkema. C'est ça. Donc, c'est sensiblement le même niveau, le même dynamique de jeu qu'à l'époque. En Division 1, quand vous jouiez, on peut comparer ça à la D1 Arkema aujourd'hui. C'est ça. Sauf que, évidemment, le niveau a complètement changé avec la professionnalisation de certains clubs, avec la professionnalisation de la Ligue qui arrive prochainement. Ouais. Je pense que c'est un tout. Aujourd'hui, on a des joueuses qui viennent s'expatrier en France pour jouer dans les clubs comme Lyon, Paris Saint-Germain, Bordeaux ou autres, et Montpellier. Donc, c'est important de se dire que la dimension a changé de cette ligue. Clairement. Grâce à des joueuses comme toi et d'autres joueuses qui ont... Et d'autres aussi. Ouais. Exactement. Il y a moi, mais il y en a eu avant moi. Ouais. Et puis, il y en a après moi, puis il y en aura encore après elle, entre guillemets. Bien sûr. Comme on le disait avant le podcast, chaque génération a son rôle à faire. Donc tu marques but sur but. Comme tu le dis, les choses vont sensiblement bien. Ça prend combien de temps avant qu'il y ait un dépisteur de cette équipe-là qui vienne voir et qui veuille t'amener avec l'équipe de France? Parce que ta première titularisation avec l'équipe de France se fait en 1994, donc peut-être un gap de 3 ans ici. Ça a pris des mois, des années avant que les gens disent « Il y a une joueuse là, dans cette équipe-là que vous devriez aller voir ». J'ai été déjà repérée parce que je participais aux sélections régionales. Donc, j'avais la sélection de la Champagne-Ardenne avec qui j'allais dans les rassemblements de régions. Donc, on affrontait l'Alsace, la Franche-Comté, etc., etc. Donc, il y avait déjà à ce moment-là des recruteurs qui étaient là, des différentes équipes nationales. Donc, j'ai fait cette sélection, on a gagné, on est allé très loin avec la sélection Champagne-Ardenne. Puis après, les portes, 3 ans après, se sont ouvertes parce que dans le championnat, j'ai gravi avec le groupe. On a gravi ensemble les niveaux, la reconnaissance, la visibilité, des clubs qui s'intéressaient à notre club, à nos joueuses, à moi. Donc, on a rayonné tout doucement jusqu'au fait d'arriver à un rayonnement qui touche le château de Clairefontaine et de dire, bon, il y a l'équipe Espoir qui t'appelle. Puis après, tu as la sélection A qui se prononce, mais tu n'es pas dans la liste parce que tu es 19e. Et puis, finalement, le hasard fait tellement bien les choses. C'est malheureux pour la joueuse qui s'est blessée, mais une joueuse s'est blessée et puis j'ai été appelée en 18e. Et je commence comme ça au final. Puis ça se déroule le 28 février 1994. Je pense à ton premier match, tu fais une passe décisive. Là, vous jouez contre la Belgique. Ouais, alors c'était le 26 mars 94. 26 mars, OK. Ouais, 26 mars 94 et 26 ou 23 d'ailleurs, j'ai un doute. Non, c'était mars 94. Je ne suis pas sûr que c'était le 28. On va vérifier. Ouais, on va vérifier. C'est dans ces semaines-là. C'est en 94 contre la Belgique. Et exactement, c'est contre la Belgique et c'est au stade de Gerland, à Lyon.
On joue en levée de rideau des masculins qui jouent le Chili, donc l'époque des Jean-Pierre Papin, des Zamorano, etc. Donc tu te dis, ben, mince, c'est quand même génial. Et à partir de là, ben, j'ai une peur, j'ai l'ascenseur émotionnel. Je me dis, mais comment je vais faire pour supporter cette pression, supporter l'intensité. Je n'avais pas l'habitude de jouer en équipe de France avec les meilleures joueuses voilà, de l'Hexagone. Tu te dis, bon. Et puis, je me suis laissé emporter par la passion, par la fierté de porter le maillot tricolore. Et puis, ouais, je fais une passe. Puis le match d'après contre le Portugal en phase de qualif pour l'Euro, je fais aussi une passe. Et puis, je vais faire tout à petit ma place, un petit bout de chemin. À 19 ans seulement que tu commences avec l'équipe de France. Question pour toi, tu mentionnes les Jean-Pierre Papin, tout ça. Et je t'entendais dans une interview où tu te faisais poser des questions concernant la dynamique qui pouvait s'installer entre les hommes et les femmes de l'équipe de France. Et je pense qu'il y avait Benjamin Pavard qui t'avait reconnu et qui était en admiration vers toi quand vous étiez sur un même plateau à ce moment-là. Benjamin Pavard qui est en équipe de France. Dans ces années-là, quelle dynamique s'installe? Est-ce que vous croisez un peu avec les hommes? Est-ce que vous discutez un peu? Est-ce que c'est deux silos très séparés où vous faites vos petites affaires sans nécessairement avoir à communiquer ensemble? Dans un premier temps, on n'est pas du tout sur le site. Nous, on est vraiment sur le site des Espoirs. Donc, on est à côté. On n'a pas encore le droit de loger au château. Donc, on se croise, mais pas toujours sur des mêmes périodes. Et quand on se croise, c'est peut-être sur une journée, un entraînement. Mais à l'époque, c'était le gros crush que j'ai eu. C'était avec Zinedine et puis Djibril Cissé, qui était lui aussi. Il y avait aussi Mika Landreau, Mika Sylvestre, il y avait Sylvain Wiltord. Bien sûr. Et puis les gars venaient nous voir à la fin des entraînements. Et puis Djibril et moi, ça a été un vrai coup de cœur. Djibril, lui, j'étais son athlète préféré, son athlète sportif préféré. Et on a commencé comme ça. Et puis, il est venu le temps où on a progressé, où on a eu le droit d'accéder au Graal, au château. Ouais. Mais il y avait beaucoup de respect entre les deux équipes nationales, et il y a toujours beaucoup de respect entre les deux équipes nationales. Il y a plus de proximité maintenant. Mais oui, quand on s'est croisé, par exemple, avec Benjamin sur la tournée de mon film, on s'est croisés, il était en pourparlers pour partir, je connaissais bien son agent. Et je lui ai dit, attends, voilà, on a discuté, quoi. C'était vraiment cool. Mais il y a beaucoup, enfin, en fait, je pense dans toutes les carrières de sportives et sportifs, il y a beaucoup de respect parce qu'on connaît le goût de l'effort. Donc forcément, on sait combien ça nous coûte d'arriver à ce niveau-là. Exactement. Vous êtes capable de comprendre la réalité des deux. Absolument. C'est quoi la fierté qu'on a quand on est sélectionné en équipe de France et qu'on fait une passe décisive? Est-ce que c'est peut-être le premier gros moment dans ta carrière? Ouais, c'est particulier parce que du jour au lendemain, tu te retrouves parachuté sur un terrain avec les meilleures joueuses, face aux meilleures de l'autre nation, et puis tu as 60 000 personnes dans le stade qui encouragent et scandent « Allez les Bleus, allez les Bleus ». Et puis tu arrives à faire quelque chose et à communier avec le groupe. Et là, c'est comme si... Tu créais, tu te rendais compte que cette appartenance au maillot bleu frappé du coq, c'était une famille. Bien sûr. Que toutes les internationales d'avant, celles d'aujourd'hui et celles d'après, font partie. On a toujours un slogan qui dit bleu un jour, bleu toujours. Et je crois que c'est vrai. Et c'est cette émotion qui va m'animer au final pendant toute ma carrière. Et je serais curieux peut-être de t'entendre ici sur le déclic que ça fait dans ta carrière. Donc, bien entendu, vous n'avez pas la même visibilité sur les possibilités de carrière qu'aujourd'hui à ce moment-là, mais tout de même, tu es en équipe de France, tu fais une passe décisive, tu arrives au plus haut niveau. Est-ce qu'il y a un déclic de dire peut-être que je pourrais pousser cette carrière-là un petit peu plus loin? Il y a peut-être quelque chose pour moi qui se dessine ou c'est encore trop abstrait? C'est trop abstrait. À ce moment-là, je pense juste à garder ma place dans le groupe. Même pas dans le 11, dans le groupe. À être de tous les rassemblements, à travailler fort avec mon club, à m'entraîner, à pousser l'intensité, à répéter les courses, etc., à comprendre encore plus le jeu, l'analyse tactique et autres. Et c'est ma priorité, c'est d'être convoqué à chaque fois. Puis ça va être comme ça à chaque rassemblement pendant 14 années. Et au final, la proposition professionnelle, elle va venir sans que je m'y attende. Ouais, plus tard. Ouais.
En 2001, on en parlera dans quelques minutes. J'aimerais parler avec toi un peu avant de tes années avec l'Olympique de Saint-Mémy. Donc, pendant les années 90, tu as évolué là-bas, pendant près de 10 ans, littéralement. Comme je te disais un petit peu avant le début du podcast, on ne peut pas retrouver tous les chiffres, mais les différents chiffres qu'on retrouve, on voit que tu marques beaucoup de buts, assez souvent. Je reviens un petit peu à un point que j'avais amené plus tôt. Est-ce que c'est assez fort, cette ligue-là, pour toi? Est-ce que tu sens que tu pourrais compétitionner encore plus haut? Parce qu'à un certain point, si tu marques 1-2 buts par match pendant 7-8 années de suite, est-ce que tu dis, est-ce qu'il n'y a pas plus fort? Parce que j'imagine également, puis peut-être en sous-question, ce serait intéressant de décortiquer la grosse différence de calibre entre ce que tu as au niveau civil et également ce que tu vois quand tu es en équipe de France. Ben, je pense que quand on est dans le club et quand on évolue au sein de ce championnat de France, on se dit en effet, il y a des équipes qui caracolent en tête, qui sont absolument époustouflantes, avec des joueuses de talent, de qualité, qui composent parfois une bonne majorité de l'équipe de France. Et puis il y a nous, il y a l'Olympique de Saint-Mémy qui essaye de faire son petit bonhomme de chemin, de creuser son trou et puis d'obtenir une reconnaissance. Et à travers ces buts marqués en championnat, à travers tous les matchs, je pense même pas que à cet instant, je crois que la Ligue est faible. Je me dis non, regarde, on est au milieu de tableau, fin de tableau, il faut encore qu'on aille plus haut. Et on va porter le club, et je vais porter le club, mais grâce à mes copines, parce que cette aventure, on l'a vécue ensemble, et jusqu'à rivaliser avec le top 3. Donc là, on se dit, OK, on est arrivé à un niveau où on a des installations, on a des terrains, on a des entraîneurs avec des compétences, et on peut exploiter et développer les compétences des unes et des autres. Je pense pas, je suis jamais, enfin, je pense que je suis quelqu'un d'assez humble. Je sais pas, je sais que je suis humble. Donc, même à cette époque-là, je savais que ce que je faisais, je le faisais pour un groupe, pour moi, parce qu'égoïstement, tu le fais aussi pour toi. Bien sûr. Et puis, pour te faire plaisir. Et après, advienne que pourra. Oui. Et c'est ce qui s'est passé au final. En fait, quand tu prends du plaisir à avancer dans les choses, dans la vie, à partager des instants forts, parce qu'il y avait des rires, mais il y avait aussi des larmes, des moments sombres, où on se dit, mais peut-être que l'année prochaine, on sera relégué et qu'il va falloir retravailler fort pour accéder à ce niveau-là. Donc, non, je me dis pas, j'ai pas d'analyse sur le fait que la Ligue est faible. Je me dis juste, j'ai quelque chose de spécial. Et on parlera peut-être de tes moments les plus marquants d'équipe de France plus tard, mais tant qu'à parler de l'Olympique de Saint-Mémy, c'était quoi les moments les plus marquants? Tu nous parlais, on monte de division année après année. Est-ce qu'il y a des anecdotes, des points intéressants que tu peux partager avec nous? La montée en National 1A. Donc, la D1 actuelle. On finit chez nous, au Stade Fontenay. On gagne. Et là, on a notre maire, le maire de la commune, qui est là, qui à l'époque avait une Citroën, je me rappelle plus trop la marque exacte, enfin pas le modèle exact. Et la Citroën avait un toit ouvrant gigantesque. On a embarqué tout le monde dedans, dans la voiture, avec les bouteilles de champagne, les écharpes, et on va festoyer pendant toute la soirée avec du champagne à tout va. On va défiler dans les rues, le maire au volant, klaxonnant. C'était tellement, t'avais l'impression d'être avec les copains, les copines à la fête, tu sais, l'anniversaire que t'avais organisé. Et c'était le maire qui était là, qui klaxonnait dans ces rues. Et là, tu dis, et ça c'est fabuleux. J'ai ce souvenir-là, et j'ai aussi mon départ. Mon départ où le maire a organisé une fête avec tous les gens de la ville, qui venaient, les supporters, tout le monde était là pour me dire au revoir. Pour me dire juste au revoir, quoi. Bonne chance. Il y a des vidéos en ligne qui sont sorties sur ton dernier match. Où est-ce que tu marques à ton dernier match? Et ça a l'air assez émotif parce que, corrige-moi si je me trompe, à ton dernier match, vous êtes quand même dans une situation précaire, l'Olympique de Saint-Mémy, à ce moment-là. Je pense que vous vous battez pour rester dans votre division actuelle, le maintien, comme tu l'as mentionné. Tu marques un but, mais je pense que vous perdez le match. On regarde un peu les images en ligne, tu te rends compte que le coach est content pour toi, mais d'un autre côté, il va falloir trouver quelqu'un qui va la remplacer pour les 7 derniers matchs, là. Ouais. Non, je sais qu'à ce moment-là, je pars dans un contexte où le club n'est pas encore maintenu. Il le sera, finalement. Il le sera. OK. Bonne nouvelle. Et puis, je pars avec le cœur vraiment très lourd. Parce que ce que je suis devenue en termes de joueuse, mais en termes de femme aussi,
je le dois, je dirais 80% à Saint-Mémy. J'ai eu mon premier emploi là-bas. J'ai évolué, entre guillemets, comme une star parce qu'ils m'ont donné ce statut avec tous les médias qui venaient, qui couvraient les supporters, qui me portaient tellement dans leur cœur, qui m'amenaient des biscuits, qui discutaient pendant des heures avec moi. Et ils m'ont inculqué aussi les valeurs du dépassement. Alors, je les avais déjà, mais je les ai renforcées. Je les ai renforcées avec eux et avec elles, avec mes copines sur le terrain, parce que c'est des copines. Quand on a fait la promo du film, il y a eu une diffusion du film à Châlons. Wow. Et j'ai invité toutes mes copines. Je voulais des places pour tout le monde, toutes les joueuses. Parce qu'elles sont là. C'est aussi leur aventure à ce moment-là. Sûr. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais nous enlever. Ouais. Absolument. Ah, wow. Et bon, il faut le mentionner aussi pour l'audience. Malheureusement, à cette époque-là, même si tu domines beaucoup dans ta catégorie, c'est pas assez pour vivre. Hein? C'est-à-dire que quand tu joues, ça va pas nécessairement couvrir l'appartement, la nourriture, etc. J'aimerais vraiment que les gens comprennent cette dynamique-là pour bien les situer. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? À quoi ressemble ton quotidien? Est-ce que les entraînements, c'est le soir? Est-ce que les entraînements, c'est le matin et tu as un emploi l'après-midi? Comment tout ça se met en place? Alors, ma journée type, quand j'étais à Saint-Mémy, je travaillais, j'avais pas de diplôme parce que j'avais arrêté forcément la scolarité pour me concentrer sur le football, ce qui n'est pas une bonne chose. Et je déconseille à toutes les jeunes joueuses ou futurs talents de continuer la scolarité parce que la scolarité, c'est extrêmement important. Et puis, ça permet d'avoir un double projet si une blessure grave arrive et que la filière sportive, malheureusement, doit s'arrêter. Donc, à ce moment-là, j'arrive et j'intègre la ville à travers un emploi qui m'est proposé en tant qu'agent des espaces verts. Agent des espaces verts, c'est une journée qui commence à 7h, qui se termine à 16h et qui a pour objectif de tondre les pelouses, arroser les arbres, les massifs de fleurs, planter, ramasser les défections des chiens. C'est physique. Tailler, tondre les pelouses, etc., etc. Je vais le faire pendant 1 an. Et puis, pendant 1 an, je me dis, mais je ne veux pas tenir ce rythme-là et être aussi performante sur le terrain. Parce que le soir, tu t'entraînes. Parce que je m'entraîne 2 fois par semaine, plus le match. À l'époque, ce n'est pas non plus hyper intense. Mais on est à 2 entraînements et puis après, on passera à 3 entraînements et un match le week-end. Et je vais passer des diplômes dans l'encadrement auprès des jeunes. Je vais trouver quelque chose qui me motive, qui me stimule. Et puis, je vais faire mes classes dans cette voie-là. Et puis après, je vais pouvoir me consacrer un peu plus à... Donc, je gagne des primes de match. Ouais. J'ai une aide au logement. Et puis, j'ai mon salaire. Voilà. Et c'est tout. C'est ça qui se déroule. C'est pas plus que ça. Mais je suis très heureuse de tout ça au final. Ben oui. Parce que moi qui avais arrêté la scolarité avant, je me retrouve avec un emploi qui m'est proposé sur un plateau en argent. Ouais. Et puis, à 19 ans, j'ai déjà mon appartement, un appartement de 100 mètres carrés. Enfin, c'est énorme quand on y repense. Bien sûr. J'imagine il y a ça aussi, c'est-à-dire que le club et les gens aux alentours font tout pour vous trouver quelque chose assez rapidement pour qu'au moins vous ayez un emploi. Même s'ils ne peuvent pas nécessairement vous offrir les meilleurs salaires, ils veulent au moins vous encadrer. C'est ça. Est-ce que je me trompe? C'est ça. Et pour toutes les joueuses qu'on va recruter, c'est ce qu'on va mettre en avant. On va mettre un emploi, une stabilité. Quand tu es titulaire de la fonction publique, tu sais que ton emploi, normalement, c'est garanti à vie. Ouais. Donc, c'est une sécurité aussi. Donc, ça va être notre approche à l'époque parce que c'est ce qu'on peut mettre en avant. C'est viens jouer chez moi et puis moi, je vais te donner un emploi. On va te former, on va te faire passer certains diplômes et puis tu vas pouvoir en contrepartie, redonner ton talent sportif à l'équipe. Donc, c'était un peu les deals de l'époque. De l'époque. My God. Ça fait quelques années quand même. Oui, c'est ça. Hein? On parle des années 90. Et peut-être, on avance un peu dans le temps. Tu as toutes ces belles années-là avec l'Olympique de Saint-Mémy. Tu marques des buts, vous montez en division. Et là, à un certain moment donné, c'est l'Amérique qui t'appelle. Février 2001, si je ne me trompe pas. Il y a une ligue professionnelle pour les femmes qui se lance aux États-Unis. Et c'est l'équipe de Philadelphie qui fait appel à tes services. Comment que les communications se mettent en place? Parce que là, c'est important, on n'est pas au même endroit au niveau des communications, de l'Internet, des médias sociaux qu'aujourd'hui. J'avais une personne qui est venue hier sur le podcast, Jason Beaulieu. Lui, c'est en 2011 qu'il a fait ses initiatives, mais il me disait, j'ai joué avec l'Académie, j'ai pris en vidéo les arrêts que je fais. Lui, c'est un gardien. Et j'ai envoyé mes faits marquants, mes faits saillants à 200 universités aux États-Unis
pour finalement avoir quelque chose. Toi, comment ça se met en place? Est-ce que c'est eux qui viennent te voir? Est-ce que c'est toi qui va frapper à leur porte? Non, c'est eux qui vont venir me voir. En fait, ce que je sais pas jusqu'au moment de la rencontre, c'est qu'il y a 2 personnes en concurrence sur le recrutement pour l'équipe de Philadelphia Charge. Il y a l'attaquante Patrizia Panico italienne et il y a Marinette Pichon. Mm-hmm. Donc, pendant cet Euro en Allemagne, l'entraîneur Marc Krikorian va venir avec son adjointe superviser plusieurs matchs et puis a supervisé déjà d'autres matchs auparavant, mais sans que moi que je sois au courant ou que je le sache, et va approcher la sélectionneuse de l'équipe de France en lui disant « Moi, je voudrais rencontrer Marinette. » Voilà. Pendant l'Euro. C'est ça, pendant l'Euro, et puis ça va se faire comme ça, il va y avoir une discussion. Moi, je me dis « Waouh, c'est un truc de fou. » Ça représente quoi à ce moment-là? Est-ce que à ce moment-là, professionnel aux États-Unis, t'es payé, tu peux uniquement te concentrer sur le foot? Exactement. Ou encore OK. T'es professionnel, c'est la première ligue professionnelle de soccer féminin. Donc, c'est the place to be. C'est là où... C'est le haut niveau, là. Exactement. Donc, tu joues contre toutes les internationales sont expatriées aux US. Ouais. C'est clair. Tu regardes Martha, tu regardes Katia, tu regardes Smith, tu regardes Birgit Prinz, l'allemande, tu regardes... Enfin bref, c'est exceptionnel. Donc là, je me dis, mais je vais jamais être à la hauteur. Je vais jamais être à la hauteur. C'est les meilleurs des meilleurs. C'est dur, quoi. Ça t'a pris combien de temps avant de dire oui? 1 minute? Non, ça m'a pris 1 mois. Ah. Qu'est-ce qui te fait hésiter à ce moment-là? Ben, je suis dans une zone confortable à Saint-Mémy. J'ai un emploi. C'est une forme de reconnaissance, de statut à travers mes matchs, ma réussite, ma famille. Donc, c'est sûr que chambouler tout ça pour me dire, est-ce que je vais être capable de m'imposer là-bas, de réussir, de performer, de supporter le décalage, de pas m'exprimer. T'as réellement des doutes envers tes capacités à ce moment-là? Ouais. Qu'est-ce qui te fait douter? Mais je connais l'équipe américaine, je connais l'équipe d'Allemagne, je connais toutes ces joueuses du Brésil ou autres, et je me dis qu'à chaque fois que je joue contre elles, je prends des raclées. Alors je me dis, si je me mets contre elles dans le championnat, je vais prendre des raclées, donc ça rassure pas. Ouais. Donc non, et puis en fait, toute ma carrière, je me suis remise en question match après match, entraînement après entraînement. Et c'est pour ça que peut-être j'ai eu cette longévité. Bien sûr, c'est important de se remettre en question. Il faut avoir confiance en ses capacités, mais il faut être capable de reconnaître qu'on a toujours des points à améliorer, que ce soit dans le foot ou dans n'importe quoi dans la vie. Finalement, tu acceptes, après 1 mois de réflexion, tu te retrouves aux États-Unis et je pense, corrige-moi si je me trompe, qu'au début, c'est un peu difficile. Nécessairement sur le terrain, mais mentalement, pour Marinette, il y a beaucoup d'entraînement, c'est plus intense, tu es loin de ta famille, peut-être qu'il y a également la dynamique d'une nouvelle culture, d'une nouvelle langue. Tu pleures beaucoup, je pense. Après les entraînements, les journées. Peut-être tu peux nous ramener un peu à ce moment-là? En fait, je pars les 15 premiers jours avec ma mère. Ta mère te suit? Oui, pendant 15 jours. Je passe les examens. Donc, on a le feu vert du doc pour signer le contrat. Les examens médicaux. Exactement, les examens médicaux. Et puis, je vais commencer les entraînements sur les 15 premiers jours et que ça ne va pas aller comme je veux. Déjà, il y a la barrière de la langue. Je parle pas un mot d'anglais. Je parle pas du tout. Je crois que je sais dire 3 mots. J'ai faim, où sont les toilettes et merci. Il y a des traducteurs ou pas? Il y a des traducteurs. Donc, l'intégration est difficile. 2, ça va beaucoup plus vite. Tu vois, mes craintes étaient confirmées. Ça va beaucoup plus vite, ça frappe plus fort, ça rentre dans l'engagement athlétique. Et j'arrive pas à trouver ma place. Je suis perdue, je comprends pas les consignes du coach. Bref, je suis mal. Donc, pendant les 15 premiers jours, je vais pleurer dans les basques de ma mère. Et puis, les 15 jours suivants, je vais pleurer toute seule dans mon lit jusqu'à ce que j'échange avec ma mère au téléphone. Et puis, je lui dis, écoute, j'y arrive pas. Je suis pas sûre que je vais m'imposer, quoi. Et ma mère me dit à ce moment-là, arrête de te prendre la tête. De toute façon, ton contrat, il est pour 1 an. Et tu peux pas repartir. Exact. Bon, d'accord. Et ça me fait un électrochoc. Elle me dit, mais essaye de profiter de l'aventure, parce qu'après, tu risques de regretter. Ouais. Je rentre, je monte l'étage, je prends une douche, je me couche. C'est comme s'il y avait une boule qui s'était dénouée dans mon estomac,
Et j'arrive le lendemain en mode « l'Amérique m'appartient ». Et à partir de là, je vais, entre guillemets, marcher sur l'eau. Ouais. Et là, tu fais ce que tu sais faire de mieux, tu marques des buts. Exactement. Première saison, 14 buts en 18 matchs. Ouais. Contre les meilleurs joueurs au monde. Ouais. J'avais du mal à le croire, mais je l'ai fait. Ouais. Et c'est très rapidement, je pense, après le petit moment de doute que tu as eu, que tu as commencé à marquer des buts, ça n'a pas été tellement long. Ouais. Il y a eu 15 jours entre le moment où j'ai pleuré pour la dernière fois et 15 jours au moment où j'ai inscrit mon premier but. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te mets à douter un peu moins? Tu te rends compte que tu fais partie de cette catégorie-là? Non. Je continue à douter et je veux que les filles soient fières de moi, en fait. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'aurait empêché de te faire douter à ce moment-là? Absolument rien ou? Non, c'est, je me fais pas assez confiance et pour moi, il faut pas que je baisse ma garde. Donc, je peux pas avoir ce niveau de satisfaction, en fait. Il faut que je continue à travailler, il faut que je continue à marquer, il faut que je continue à être concentré. Il n'y a pas, en fait, pendant toute la période où j'ai joué aux États-Unis, j'ai jamais été sereine. Parce que tu as la concurrence, parce qu'on est dans une équipe professionnelle, parce que tu vois, tu peux avoir 2-3 entraînements où tu passes à travers et puis tu te retrouves à faire le banc le samedi ou le dimanche. Donc, moi, je voulais pas être sur le banc, donc à aucun moment j'ai baissé ma garde, à aucun moment je me suis dit c'est bon, j'ai une place confortable. Jamais. Par contre, les gens autour de toi sont en amour, là. Il y a des restaurateurs qui font des sandwichs à ton nom. Est-ce que tu sentais qu'il y avait un petit peu une effervescence, que tu étais un peu la saveur du moment? Ouais, je dirais qu'il y avait une French touch. French test. Ouais. Pourquoi? Parce que j'étais accessible. Parce que je suis comme je suis aujourd'hui, ouverte avec les personnes, envie de discuter. Après les matchs, j'allais signer les autographes. Avant les matchs, je recevais des boîtes de cookies, des fans. On venait faire signer les maillots. Enfin, il y avait vraiment une dimension, entre guillemets, de star que nous vivions toutes. Et puis, la proximité de recevoir tout cet amour avant les matchs, en final, c'est fabuleux parce que ça te gonfle, ça donne confiance. Ça te booste les batteries et puis tu rentres sur le terrain, tu te dis mais c'est pour ça que je suis là, c'est pour ces personnes-là que je veux jouer, c'est pour ça que je veux gagner, c'est pour leur donner du bonheur au final. Et à ce moment-là, est-ce que... C'était très bon le Philly cheesesteak, hein? Ouais. Très bon, depuis jeune. Très bon. Ouais, je comprends. Les sandwichs de Philadelphie, là, ouais. De la viande sur la plancha, des petits oignons, du fromage fondu, de tout dans un petit pain, tu sais, de mie. Délicieux. Ah, délicieux. Puis tu me dis... Surtout à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, ouais. Après une petite soirée ou après exactement. Un match, ça se prend bien. Puis tu me dis, les fans vous donnent des boîtes de cookies avant les matchs. Combien il y a de gens qui viennent assister au match à l'époque? 15 à 22 000. 15 à 22 000 pour chaque match? Ouais. On avait beaucoup de monde dans les tribunes. C'était de la folie. Wow. Le stade était rempli à chaque match. Il était télévisé. Il y avait une des audiences de fou. Il y avait une animation avant match, pendant match, après match. Les gens venaient et contrairement un peu où en France, on aurait tendance à dire restez focus, concentré. La méthode américaine, c'était non, allez chercher cet amour, allez vous imprégner de tout ça, puis revenez sur le terrain. Et ça marchait du tonnerre. Tu as fait 2 saisons à Philadelphie. Et à la fin de la 2e saison, malheureusement, la Ligue fait faillite. Et tu l'apprends 2 jours avant le début de la Coupe du Monde 2003. Ouais, la veille du match contre la Norvège, notre match d'ouverture. Et là, moi, je prends une claque. Tu t'y attendais pas, là. Parce que pour le coup, si j'étais pas sereine, dans mes prestations, ma sérénité, elle était, je suis là, je reste là, et puis après, je vais pouvoir m'installer là. Est-ce que c'est un rêve qui s'envole un peu quand t'apprends ça? Ouais, c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant? Où je vais jouer? Qu'est-ce que je vais devenir? Il faut que je retourne au travail. Il n'y a pas de ligue professionnelle en France. Il y a toutes ces émotions, toutes ces interrogations qui se bousculent dans ma tête. Et j'ai peur. J'ai peur au final. Je me dis, mais tu as été professionnel, tu as connu le fonctionnement professionnel, les émotions professionnelles, l'intensité d'un club professionnel. Comment je vais faire pour repasser au niveau amateur?
Tu peux pas, hein? T'as déjà t'as goûté à ça. C'est difficile de retourner en arrière. Mais j'ai pas le choix au final. Ouais. Parce qu'il faut que je trouve un emploi. Juste avant la Coupe du Monde en plus. Juste avant la Coupe du Monde. Alors d'ailleurs, on perd, hein, forcément, le premier match. Mais après, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est dur. C'est un moment difficile. Bien entendu, il y a la dynamique financière. Finalement, la Ligue fait faillite. Est-ce qu'on vous a expliqué concrètement qu'est-ce qui avait poussé à ça, quels ont été les mauvais calculs? Parce que si tu me dis que 15-20 000 personnes au match, je veux dire, après une saison, il y a quand même une certaine effervescence en place. Est-ce qu'on vous a donné plus d'explications? Sur la première année, on avait déjà eu des coupes sur les salaires. Toutes les joueuses de toutes les équipes avaient consenti à réduire leur salaire pour garder la Ligue en vie. OK. Donc déjà, à l'année 1, vous le sentiez. Exact. Ensuite, sur l'année 2, on avait... sur l'année 1, on voyageait dans des hôtels absolument fabuleux, magnifiques, luxueux, des bus luxueux, mais pour y rester une nuit. Donc je pense qu'en fait, on a eu, ou la Ligue a eu, parce que je sais pas, nous on subissait, on avait un cahier des charges que le club devait suivre, et je pense qu'on a subi cette effervescence et cette starisation, entre guillemets. Ça a été trop vite, on aurait dû injecter moins d'argent et puis gérer un peu mieux nos comptes. Donc voilà, et je pense que c'est ce qui s'est passé au final. Et ça a été un choc pour 70% des joueuses, 100% des joueuses étrangères qui se voyaient rester sur le territoire américain, qui avaient projeté des choses, des projets professionnels. Et puis au final, tout ça tombe à la poubelle et tu dois repartir sur qu'est-ce que je fais maintenant? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui va me motiver après ça? Bien sûr. Tu sais couper l'herbe sur le pied très rapidement. Ah oui, et puis le laton du cou, hein? Ouais. Littéralement, ça a été vite en plus. Oh my God! Wow. Bon. Tout de même, ça a été une belle expérience. Tu as même été nommée joueuse de l'année, je pense, à ta première ou deuxième saison. Première année, oui. Première année, tu es nommée joueuse de l'année. Donc, on pourrait dire, argumentablement, tu es peut-être la meilleure joueuse du monde à ce moment-là. Je l'ai été, en effet. J'ai été la meilleure joueuse du monde à ce moment-là. C'est incroyable. On peut le dire maintenant. Maintenant, je peux le dire à l'aube de mes 50 ans. Bon sang, j'ai été la meilleure joueuse du monde à un moment donné. Tu t'en rends compte, ça? Ouais, ça y est. Ouais, maintenant, j'arrive à l'accepter, à le dire. Avant, c'était oui, mais non. Non, non, maintenant, je pense que j'ai. Parce que les meilleures joueuses au monde étaient dans cette ligue-là. Ouais. Ah oui, non, c'était le must du must. Wow. Meilleure joueuse du monde. Comment qu'on se sent? S'il y avait eu un ballon d'or, peut-être que je l'aurais eu. Peut-être, hein? Qui sait? Ouais. On se sent valorisé, on se sent apprécié, on se sent reconnu, on se sent utile. Tout ça, quoi. Ta mère est fière de toi, j'imagine, à ce moment-là. Ah oui. Oui. Est-ce qu'elle est avec toi ou elle est en France? Elle est en France. Elle vient me voir une fois par saison. Ma sœur vient me voir. Donc, on partage ça. Ma meilleure amie vient me voir. On partage ça. J'imagine. C'est un beau moment à partager. Parlant de la France, parlons un peu de l'équipe de France. 112 sélections, 81 buts que tu as marqués. Comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, jusqu'à 2020, c'était toi qui détenais le record des buts en équipe de France, hommes et femmes confondus. Décortiquons un petit peu tout ça ensemble. Il y a quelques moments marquants. En 2002, vous allez affronter l'Angleterre sur 2 matchs afin de vous qualifier pour la Coupe du Monde 2003. Ce sera d'ailleurs finalement la première participation de la France à la compétition à la Coupe du Monde. Vous gagnez le match aller en Angleterre. Je pense que tu joues un rôle assez important et je pense même que ça a été un des moments les plus importants de ta carrière en équipe de France. Peut-être que tu peux nous en parler un peu plus? Je dirais qu'à ce moment-là, on est toutes conscientes qu'on est en train de jouer quelque chose d'important. De jouer quelque chose pour la nation, pour nous, pour le développement de la femme, le développement de la place de la femme dans le sport. Et on est remonté à bloc parce que le staff nous a boosté pendant une semaine en nous disant on va les manger. On va les manger. Et on va avoir une occasion, ça va être dur, mais on va avoir une occasion dans le match. On est toutes convaincues à ce moment-là que ça va se dérouler comme ça. On est malmenés par cette équipe anglaise, vraiment malmenée, très très bonne. Elles nous font mal dans les duels, elles nous font mal dans leurs contre-attaques offensives, les transitions rapides. Vraiment, c'est difficile. Et puis, il y a un éclair de génie de la part d'Elodie Wouk.
bloc défensif est bien en place, et puis elle me fait une petite touche. Ouais. Pour passer la défense. Je fais un contrôle, j'enchaîne une frappe. C'est rapide. À Très ras du rapide. poteau. Ouais. Et on va préserver cet avantage au match aller. Mmh. Le plus petit possible, mais on va le préserver. Et je pense que là, humainement, on a vécu quelque chose d'exceptionnel. Mmh. Ton plus beau moment en équipe de France? Ouais, un des plus beaux. Mmh. J'invite les gens à aller voir le but en ligne. C'est un but exceptionnel. Tu dégainais excessivement vite. Quand tu avais le ballon puis il fallait que tu frappes, là. Je savais où était le but. Je ne sais pas c'était idée, hein? savoir où se trouver, où sont les coéquipières, où est la gardienne, où est le but. Et je pense que j'ai toujours eu ça en moi, en fait. Tu me mets dans n'importe quelle position, et aujourd'hui encore, des ballons qui arrivent de l'arrière, je suis capable d'enchaîner une volée malgré que le ballon vienne de derrière. Je me dis, mais j'ai eu cette chance d'être doté de ça, quoi. Tu joues encore aujourd'hui? Que pour les matchs de gala. Que pour les matchs. Oui, que pour ça, tu vois, pour Ouais. du fun, du plaisir, Plaisir. du partage. Oui. Et je marque encore. On marque encore. C'est inné. Et peut-être si on continue avec cette équipe de France, un autre moment qui a dû être assez important, Coupe du Monde 2003, qui se déroule aux États-Unis. Bon, malheureusement, il y a ce petit incident au début de la compétition, comme tu apprends que la Ligue va faire faillite, mais je pense qu'il y a des Américains et des Américaines là-bas qui vont voir les matchs de l'équipe de France juste pour toi. Mhm. Donc, avant de parler des matchs, comment tu sens l'environnement, comment tu sens l'ambiance aux États-Unis pour la Coupe du Monde? J'ai l'impression d'être à la maison. Littéralement. Complètement. Je vois des pancartes, Let's go Pichon, Oh, wow. avec le bleu, blanc, rouge. Enfin, c'est juste, c'est grisant, quoi. C'est fabuleux de se dire que la première Coupe du Monde, au final, je vais la faire dans un pays où je joue, où le monde me connaît, où m'a découvert. Et moi, je joue à domicile, moi. Et du coup, je joue avec une pression supplémentaire de ne pas les décevoir. Et puis, avec cette pression de porter ma nation le plus haut possible. Mm. Parce que c'est ce qu'on rêve quand on a la chance d'être international, c'est d'aller le plus loin dans chaque compétition qu'on a la chance de vivre. Et pour nous, c'est la première Coupe du Monde, quoi. La première Coupe du Monde. Qui finalement, pour toi, ne va pas tellement mal. Tu marques 2 buts, les 2 buts de la France pendant la compétition. Vous perdez le premier match contre la Norvège, comme tu l'as mentionné. Vous gagnez le deuxième contre la Corée, si ma mémoire est bonne. 1-0. 1-0, c'est toi qui marques. Et le dernier match, malheureusement, vous faites un 1-1 contre le Brésil, qui pourrait être un bon résultat en temps normal, on pourrait dire, mais malheureusement, vous aviez besoin d'une victoire pour vous qualifier. C'est ça. L'expérience fut comment? Même si finalement, vous ne vous qualifiez pas pour les phases de quart de finale, qu'est-ce que tu retiens, fait marquant de cette Coupe du Monde? En fait marquant, le tirage pour le dopage. Figure-toi que j'ai été tiré au sort à chaque match. À chaque match. Les 3 matchs que l'équipe de France a fait. Est-ce que c'est un hasard? J'ai du mal à le croire parce que 3 fois de suite, 3 fois j'étais au contrôle antidopage. Donc 3 fois. T'es la joueuse de l'année en plus aux États-Unis. C'est ça. Et puis je peux pas à ce moment-là profiter, par exemple, de la victoire contre la Corée. Ouais. Tout le monde part à l'hôtel et moi je reste au contrôle antidopage. Et ma sœur était venue sur cette Coupe du Monde. Pendant les 3 fois, elle m'a attendue. Elle n'a jamais été capable de passer un moment avec moi au stade. On se rejoignait à 1 heure à l'hôtel, à l'hôtel, parce que j'avais du mal à donner le test nécessaire, parce qu'on transpire beaucoup. Donc, pour donner le petit flacon d'urine, c'est difficile. Et je vais tirer 3 fois. C'est pas possible. Il y a que des numéros 9 ou quoi dans le sac. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis que des petites billes avec que des numéros 9. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le fait marquant. Après, le deuxième fait marquant, c'est de communier avec le public qui était présent. J'imagine. Et puis, le troisième, indéniablement, c'est d'être la première Française à marquer un but en Coupe du Monde. Les 2 premiers buts inscrits dans une grande compétition, c'est moi qui les marque. Quand même. Donc, voilà, ça fait 3 beaux faits marquants, je pense. Et à la fin de cette Coupe du Monde-là, j'imagine que tu dois redescendre un petit peu de ton nuage parce que là, c'est la fin de la Ligue. C'est la fin de la Coupe du Monde. C'est quoi tes options à ce moment-là? Parce que je crois, et corrige-moi si je me trompe, que tu retournes en France pour par la suite retrouver une équipe aux États-Unis également, au New Jersey, mais il y a comme une transition que tu retournes un peu à l'Olympique de Saint-Mémy. Je serais curieux de voir quelles sont tes options et comment tu envisages la suite. En fait, mes options, elles sont simples. C'est que ma présidente de l'époque de Saint-Mémy, Régine Pierre,
me sollicite et me dit, mais attends, regarde, pendant la période où toi, le championnat est terminé aux États-Unis et que tu sais pas encore ce que tu fais, est-ce que tu voudrais venir donner un coup de main au club? Je lui dis absolument. Absolument, je reviens, je joue pour le club, on maintient le club. Et entre-temps, j'ai des sollicitations pour repartir sur la ligue américaine amateur. Ouais. J'y vais quelque temps. Et puis, en parallèle, j'ai des propositions de club français parce que, bien sûr. À ce moment-là, je suis la meilleure joueuse. Donc, on me propose, j'ai Lyon, j'ai Paris, j'ai Juvisy. Donc, j'ai le choix. J'ai encore cette possibilité de choisir. Je vais aller visiter les trois. J'ai Hénin-Beaumont aussi. J'avais Hénin-Beaumont. Je vais visiter ces clubs. Et puis, je vais décider d'aller à Juvisy parce que c'est le club qui, au final, a les meilleures joueuses du moment. Les meilleures internationales sont là-bas, gagnent les compétitions. Avec elles, je vais faire la Champions League. Je vais gagner tous les titres, collectifs et individuels. Et puis, parce que c'est familial. Et j'ai besoin d'être dans un environnement familial. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une paye qui vient ou encore une fois, il faut que tu te retrouves un emploi? J'ai un emploi, à nouveau, dans le département des sports, au conseil départemental. Et puis, j'ai des primes un peu plus élevées, forcément, maintenant. Un petit peu plus, oui. Et donc, voilà, je vis confortablement. Ouais. Je vis confortablement. Mais, honnêtement, c'est vraiment difficile de revenir au statut amateur. J'imagine. L'intensité des entraînements n'est pas la même. Tu vois la différence de calibre. La qualité des joueuses, même si on a beaucoup d'internationales, certaines sont en dessous. C'est quand tu joues avec la crème de la crème et que quelques mois après, tu es reparachuté dans le monde amateur, c'est très difficile de trouver cette flamme qui continue de t'habiter, quoi. Et quand même, est-ce que c'est des bons moments que tu vis à ton retour en France? Est-ce que... Oui, c'est des bons moments. Mais on parce le voit que il y a le petit regret, mais un regret que tu ne contrôles pas, malheureusement, on est d'accord, mais de se dire, tu aurais pu faire 5-6 années aux États-Unis si la Ligue avait tenu. Il y a un regret, parce que moi, je me voyais aux États-Unis, et puis derrière, je me dis, mais si la Ligue n'avait pas fait faillite, j'aurais pas rencontré ma femme, j'aurais pas ma famille aujourd'hui. Enfin, tu vois, il y a plein de choses au final, il y a des choses qui se passent parce qu'il faut qu'elles se passent. Donc non, je vais vivre les instants pleinement. Je vais aller au bout de mes saisons et puis après, je vais tirer ma révérence parce que je suis épuisé psychologiquement et physiquement. Ouais. C'est ce que tu disais en 2007 lors d'un match contre l'Angleterre pour les qualifications de la Coupe du Monde la même année. Tu décides de dire stop. Tu mentionnais dans un entretien que ta décision s'est faite, et je te cite, en un quart de seconde. Tu as 32 ans à ce moment-là? Ouais. 31 ou tu t'en vas sur ton 32? C'est ça. C'est ton corps? C'est le mental qui suit plus? C'est l'envie? Parce que c'est pas tellement vieux non plus, là. Je veux dire, 31, 32 ans. Non, je pense que c'est l'envie. C'est... j'ai rencontré ma compagne, j'ai plus envie d'aller aux entraînements, j'ai plus cette même intensité, j'ai même plus... Tu vois, m'éloigner de la maison, c'est compliqué. Être toujours dans les phases de qualification et ne jamais franchir le cap encore et encore, parce que c'est un échec à ce moment-là pour la qualif à l'Euro. Il faut le mentionner, vous ne vous qualifiez pas là, contre l'Angleterre. C'est ça. Donc, c'est un échec d'un système. Et je me dis, bon, est-ce que j'ai envie de persévérer, de consacrer au détriment de belles années de vie avec ma conjointe? Je pense que je suis juste brûlée mentalement. Brûlée physiquement aussi, j'ai des douleurs, j'ai des tendinites achilliennes, je commence à avoir des soucis au dos, et puis je pense que, voilà, tirer sa révérence quand tu es au top de sa forme, c'est mieux. C'est mieux. Que de laisser aller, quoi. J'ai une question pour toi, parce que je t'écoutais dans certains entretiens, et l'année dernière, il y a eu la Coupe du Monde, la France participait, je pense que ça a été excessivement long avant que... Il y a des droits de télévision qui soient trouvés pour diffuser les matchs en France. Ouais. Également, il faut le mentionner, la D1 Arkema, qui est la division 1 en France en ce moment, au moment où on se parle, peut-être quand le podcast sortira, ça sera changé, parce que je pense que la date, c'est à août 2024 qui risque d'avoir un changement, mais on enregistre le tout
le 30 mai 2024. Ça reste un circuit amateur au moment où on se parle. Quand on a ça devant les yeux, est-ce que tu as un peu de l'amertume, de la frustration envers la France de peut-être pas avoir évolué assez rapidement? Comment tu vois le tout? Ben, je me dis comment on peut faire ou comment on aurait dû faire alors que d'autres nations ont réussi à faire ça en 2-3 ans. Je prends l'exemple de l'Angleterre. Ouais, c'est Je exceptionnel. prends l'exemple de l'Espagne. Je prends l'exemple de l'Italie qui commence à se développer. Oui. Puis à un moment donné, pourquoi nous, Français et Françaises, on n'est pas capable de faire ça? Est-ce qu'on a une fédération moins compétente? Est-ce qu'on a une fédération qui était moins portée sur le développement féminin? On nous a longtemps reproché que ça générait pas assez d'économies. Maintenant, Les stades sont pleins, là, maintenant. c'est ça. À un moment donné, faut y aller. Ouais. Donc oui, j'en ai eu, Ouais. jusqu'où même je me suis entretenue avec le président Diallo qui m'a appelé en me disant mais attendez, on est en train de faire des choses, etc. Ben, tant mieux, mais partagez-le au grand public parce que le grand public veut le savoir, et puis moi je veux le savoir parce que je trouve qu'on parfois on n'utilise pas assez les anciennes internationales pour travailler au cœur des différentes sélections, pour véhiculer ces messages. Et j'en ai eu de l'amertume. Et puis je trouve que ça a pris beaucoup de temps comparé à ce qu'on a été capable de faire en Angleterre ou en Espagne. Et quand on regarde le Barça qui vient de soulever pour la 2e fois consécutive sa Ligue des Champions, je me dis mince, nous aussi on doit être capable de faire ça. Alors on l'a eu, on a eu notre génération en or avec l'équipe lyonnaise qui, je suis incapable, je crois que c'est 7 ou 8. Non, ils gagnent la Ligue à chaque année. Chaque année, il n'y avait pas de concurrence. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai essor sur le développement du football féminin. Mais tu vois, je parlais avec Olivier Brett et il mentionnait ça par rapport au foot féminin au Canada. Faut pas s'asseoir sur nos lauriers parce que l'équipe canadienne a eu du succès, a gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques, mais pendant qu'on avait peut-être une longueur d'avance, il y a d'autres pays qui se sont réveillés aussi. Et là, on n'a peut-être pas gardé le cap sur ce qui devait être fait. Donc, en ce moment, j'ai l'impression que tous les pays ont comme eu un réveil dans les 5-6 dernières années. À mon avis, ça part de plus loin que ça. Mais pour le spectateur de l'externe, on voit vraiment qu'il y a une évolution. Et là, s'il y en a qui tirent la patte un peu, les autres pays vont aller plus vite, là. C'est sûr. Et puis, il faut arrêter de voir partir nos joueuses, quoi. Nos joueuses s'exilent parce que il y a du potentiel à l'heure et puis des opportunités, mais aussi de l'incertitude sportive. Au final, on n'en a pas. Tu sais que ton championnat, il va se terminer avec les trois équipes. C'est Lyon, Paris et puis PFC au niveau de la France. Donc, oulala, 1, 2, 3, je vais le refaire. Est-ce que c'est ce qu'on veut voir? Non. Ouais. On veut avoir des incertitudes. Puis, bon, la fin de ta carrière arrive. On dirait qu'une fin de carrière pour un athlète est très... c'est très difficile, c'est très spécial de rester des fois dans le foot ou même de rejouer dans le foot. Patrice Bernier nous a dit que ça lui a pris 4 ans avant de rejouer au foot parce que c'est cette addiction à la compétition. Tu peux pas aller jouer au foot dans un match amical avec tes amis, ça fonctionne pas, là. Comment tu as vécu ça de ton côté? Moi, j'ai eu une année sabbatique totale. Aucun foot. J'ai pris 20 kilos. OK. J'ai regretté après. Et puis, pas de foot, pas de sport, rien. Oh wow. Juste la fête avec les familles et les amis. C'est tout ce que je faisais. Comme si j'avais besoin de rattraper tout ce que je n'avais pas pu faire pendant ma carrière. Et puis après, je me suis remis au sport, mais pas au football. Je me suis mis à la course, au semi-marathon et au marathon. Donc après, j'ai complété des marathons, complété 3 marathons. C'est la compétition qui revient ici, là. C'est ça, c'est le dépassement poussé. Je crois que c'est fabuleux. Et puis après, c'est de se dire, voilà, c'est pour le plaisir. Je suis là. Ce que je m'inflige, là, je le veux. Et faire des sorties de 21 km et courir dans la boue, le froid, c'est parce que tu le veux. Ouais. Donc, c'est une forme de dépassement et de plaisir différent. Et tu es quand même resté dans le foot par la suite. Tu as fait l'analyse de certains matchs. Tu vas le refaire également un petit peu au Québec au moment où on se parle. Tu es directrice générale d'un club ici également au Québec. On va en parler peut-être un petit peu dans quelques minutes. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu une expatriation de la sorte? Est-ce que c'était clair quand même dans ta tête que tu voulais rester dans le foot après ta carrière? Ouais, parce que je pense qu'on a beaucoup à redonner.
moi, il m'a beaucoup donné le football. J'ai redonné et je redonne encore aujourd'hui, mais parce que c'est un milieu dans lequel j'aime évoluer, parce que je me sens à l'aise, je me sens comment dire, compétente. Donc ouais, non, je me voyais pas aller ailleurs que dans le domaine du soccer ou du sport. C'était clair pour toi. Très clair. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es venu ici, au Québec? Trop de choses dans mon assiette en France. J'avais mon académie, j'avais mes commentaires avec France Télé, j'avais mon emploi au sein du département, puis j'avais ma famille que j'avais au dernier plan, quoi. Parce que je priorisais les autres et on s'est un peu perdu de vue et on s'est dit, OK, il faut qu'on... Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut bosser 110 heures semaine ou est-ce que... Non, c'est pas possible, quoi. Donc, on a décidé d'aller dans un pays qui avait une volonté de développer quand même le soccer féminin. Ouais. Et puis, qui était exactement, francophone, pour ma compagne qui ne me parle pas trop anglais. Et voilà, après, ça a été, il faut trouver l'opportunité, il faut la créer. J'ai appliqué pour la première fois à un job, à 3 postes. Puis, j'ai eu un échange avec le DG du Lac Saint-Louis, qui a vu que mon projet était pensé, sérieux. Je suis venue en visite de repérage avec toute ma famille en mars 2019. À ce moment-là, on s'est dit, OK, banco, on signe le contrat, on est reparti en France, on a tout vendu, maison, les 2 voitures, les motos et autres, et puis on est arrivé avec nos 5 valises le 15 juillet 2019. Le 15 juillet 2019. Et est-ce qu'on veut retourner en France ou on veut s'installer ici? J'ai vendu les valises. Ah, on peut même plus y retourner. C'est ça. OK. Donc, vous êtes tombé en amour un petit peu avec la place. Absolument. Pour de vrai. Tu le sens comment le foot ici? Est-ce qu'il évolue bien? Est-ce qu'il va dans la bonne direction ou il y a beaucoup de travail à faire? Je pense qu'à la base, il évolue très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux clubs, des degrés différents, avec le soccer de base, le régional, le provincial jusqu'au national. On a des clubs en féminin engagés en PLSJQ, PLSQ. Donc, je pense qu'il y a, et puis il y a surtout une annonce fabuleuse avec l'arrivée de cette ligue Northern League. Je crois que c'est super, quoi. Fantastique. Et bon, on peut pas faire un entretien ensemble, Marinette, sans parler un peu de tout ce qui s'est déroulé également dans le volet après ta carrière, certes, mais sur la dynamique autour de ta carrière qui a été documentée à travers des ouvrages, à travers des livres, à travers des films. En 2018, sortira ton livre « Ne jamais rien lâcher », un bouquin que tu as écrit en collaboration avec Fabien Lévesque. De ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous étiez ensemble pendant la description des matchs de l'Euro 2017 en France. Comment vient cette idée-là? Comment tout ça se met en place? En fait, on est... Moi, déjà, on m'approche, on me dit, je veux faire un livre, une maison d'édition m'appelle, Damien Bergeret, qui était travaillait à cette maison d'édition, c'était Édition First. Et il me dit, moi, je voudrais vous rencontrer, je voudrais faire un livre sur votre vie. Je lui dis, non, mais attendez, qui est-ce que ça va intéresser ma vie? Vous êtes sérieux? Et il me dit, non, et puis il lâchait pas l'affaire. Il me disait, laissez-moi juste le temps d'un déjeuner. Je dis, OK, au pire, vous allez m'offrir un déjeuner, et puis voilà, on va passer un bon moment. Et puis pendant le déjeuner, on parle des différents sujets, on passe à travers ma vie et tout ça, et puis je lui dis, OK, banco, on y va. Donc on arrive à l'étape de l'écriture, et je dis, moi, je veux écrire mon livre, je veux choisir avec qui je vais écrire ça, avec qui je vais me confier, parce que déjà, je pense que ça va pas être facile. Et je choisis Fabien, avec qui je commande depuis des années. Et on est au championnat d'Europe aux Pays-Bas et on va passer, après chaque retransmission, antenne ou autre, on va avoir 3, 4, 5 heures ensemble où on va passer à travers les étapes de ma vie. Mais comme si on était frères et sœurs. Et c'est dur. Il y a des phases où je pleure, où j'ai du mal, où on arrête et on reprend le lendemain. Et puis voilà l'aventure, quoi, au final, comment ça se passe. Si on en parle un peu, ta vie n'a pas l'air d'avoir été facile, là. Surtout au début de ta vie. Je pense que par la suite,
tu as l'air d'être une personne excessivement positive qui a embrassé les belles choses puis qui a été capable de mettre de l'eau dans son vin quand il y a eu des difficultés comme l'arrêt de la Ligue aux États-Unis. Mais si on regarde quand même un peu ton enfance, il y a eu beaucoup de violence dans la famille. Tu es à l'aise de parler de ça, de t'ouvrir et de démontrer ça au grand public? Non, je n'étais pas à l'aise. Mais du moment où j'avais pris la décision que ce livre devait servir à d'autres personnes, peut-être que pour moi, ça a été une forme de thérapie. Je ne suis même pas sûre. Mais en tout cas, j'espère que ce livre, il a au moins aidé une personne, quoi. Avec ce que j'ai pu traverser, ce qu'on a traversé, ma mère et ma sœur, parce qu'on l'a fait ensemble aussi. C'est une histoire familiale douloureuse, mais c'est notre histoire et je peux pas la changer. Voilà. Et puis, si on n'était pas passé à travers ça, au final, est-ce que je serais devenue cette bonne personne que je suis aujourd'hui? Est-ce que je serais quelqu'un de positif, d'enjoué, qui apprécie la vie, qui évite d'être dans le jugement? Ouais. Est-ce que je serais devenue cette personne-là? Je suis pas sûre. Des fois, une bonne claque, ça fait du bien. Bon, j'en ai pris plusieurs, mais voilà. Puis, après le livre, il y a le film, 5 ans plus tard. J'imagine que si tu étais surprise que quelqu'un veut écrire un livre sur toi, j'imagine pas ta réaction quand quelqu'un veut faire un film sur toi. C'est pareil, même cheminement. Je dis, vous n'êtes pas sérieux. J'ai tout dit dans le livre. Non, mais on va le faire de façon différente. Et Virginie Verrier, qui est aussi tenace. Ouais. C'est elle qui est derrière. C'est elle qui est derrière la caméra. Et là, je dis, OK, on va déjeuner. On est introduit par un ami, Jean Bess. Il lui dit, écoute, cette fille, et elle ne me connaissait pas. Connaissait même pas l'athlète, même pas la carrière, rien. On s'est rencontrés, la façon dont elle a approché les choses, je me suis dit, OK. Je dis, on y va. Banco, mais c'est toi. Et puis, c'est ce que je veux dire, ce que je veux laisser paraître, ce qui est important comme message. Je veux pas qu'on aille dans du dramatique et autres. C'est pas le but. Mais je veux que ça interpelle les gens. Parce que malheureusement, c'est ma vie. Et puis, Virginie a complètement respecté ça. À quel point tu es impliquée là-dedans? Je suis invitée sur le tournage avec toute ma famille pendant une semaine au mois de mars. Je rencontre les acteurs. Je rencontre l'actrice principale, Garance Marié. Elle est droitière, malheureusement. Oui. C'est ça l'enjeu. C'était trop juste pour la faire. C'est ça, effectivement. Mais elle fait un super job sur le terrain, exceptionnel dans ses interprétations, dans ses émotions. Mais comme c'est le cas d'Émilie Dequesne, la distribution de ce film, elle est exceptionnelle. T'as des personnes césarisées, t'as Alban le Noir, t'as Fred Testo, Caroline Proust. C'est énorme. Moi, je me dis, mais attends, ces gens-là, je les regarde à la télé, quoi. Puis au final, ils incarnent ma famille, ma mère, etc. Et puis, en fait, je suis impliquée sur le tournage, mois de mars, l'écriture, tous les étapes majeures, on va passer à travers tout. On va passer 5 heures en visio avec Virginie, avec ma femme, et on va valider ce qu'on veut voir, ce qu'on veut pas voir à l'écran. Si ça, c'est trop poussé ou autre. Donc, je la remercierai jamais assez pour ça. Parce que, au final, c'est juste. Certes, c'est dur, mais c'est juste. T'as aimé le film? J'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Et je me suis dit, à chaque fois, je me dis, tu vois, Antoine, quand je le vois, je me dis, mais on est passé à travers ça, quoi. Ouais. Tu dois être fier maintenant. Parce que au-delà des performances sportives, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si tu n'as pas pu nécessairement aller au bout de peut-être cette carrière aux États-Unis, comme on le disait plus tôt, tu as vécu des choses exceptionnelles pendant ta carrière, et même dans ton après-carrière, Marinette, tu as impacté énormément de femmes, énormément de gens. Il n'y a pas une fierté qui revient un petit peu derrière tout ça? Si, je suis fière parce que j'ai cette opportunité de libérer la parole. Ouais. Et si, à travers ma parole, ça peut ouvrir des portes, libérer des personnes, encourager, soutenir, donner un exemple, je le ferai volontiers. Alors, je suis fière, mais je suis fière surtout de ce qu'on a traversé ensemble, ma famille, ma femme qui me soutient chaque jour, mes enfants. Et je pense que ça, c'est ce qui est plus important au final. C'est qu'on est toujours debout. Quoi. Toujours debout avec quelque chose à dire. D'ailleurs, peut-être juste pour terminer un petit peu sur ce point-là, puis par la suite, je vais te poser une question sur les conseils que tu donnerais. On en est où dans cette dynamique homme-femme dans le foot en ce moment? Est-ce que tu sens qu'il y a un équilibre qui se crée un peu plus? Est-ce que tu sens
qu'on n'est pas tellement loin de ce que tu envisages, de ce que tu rêvais de voir? Qu'est-ce qui manque peut-être même selon toi? Je pense qu'il faut, dans la vie, il faut prendre des risques pour arriver à partager même niveau de visibilité. Il faut croire dans le projet et faut se donner des moyens. Et pour donner des moyens, ça veut dire que sans tout de suite placer les joueuses sur des piédestals, mais leur donner les moyens d'être performantes, de pouvoir se consacrer pleinement à leur pratique, de ne pas avoir accumulé un emploi et un statut d'athlète de haut niveau, que ça passerait par là. Et puis de laisser le temps aussi à ces joueuses de montrer leur qualité, de dire une année, non, ça n'a pas fonctionné, on coupe. Et on le voit encore aujourd'hui, on voit l'équipe de l'US Orléans féminine qui évolue en D2 et dont le président vient d'annoncer qu'il ne souhaitait pas maintenir cette équipe en D2 pour faute financière, parce qu'il préfère donner aux masculins qui évoluent en national. Donc je pense que ça part aussi de personnes qui ont envie, qui ont les moyens et qui vont se battre pour défendre nos causes. C'est ça. Le football féminin français est parti grâce à Louis Nicolin à Montpellier. Il est parti, il a continué avec Jean-Michel Aulas, qui aujourd'hui est le président justement de la ligue LFP ou FPF ou je sais plus. Enfin bref, la ligue professionnelle féminine. On a besoin de gens comme ça. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Il faut être convaincu du projet. Si tu n'es pas convaincu, comment tu veux porter la parole, comment tu veux défendre et argumenter? Ça ne marche pas. Aimerais-tu être impliqué dans tout ça? Absolument. Est-ce qu'ils viennent cogner à ta porte pour avoir des conseils? Non. Non? Bon, s'ils nous écoutent aujourd'hui, ils savent où est-ce qu'ils peuvent te trouver, hein? Moi, je suis toujours disponible. Ouais. Écoute, je pense que c'est important dans le sens que tu l'as vécu plus près que n'importe qui. Tu es ouverte à parler, tu es ouverte à communiquer. J'imagine que tu as des idées également pour eux. C'est bon de discuter des fois pour améliorer les processus, améliorer la logistique derrière Absolument. Absolument. Marinette, peut-être pour terminer, le podcast Histoire de foot a pour objectif de retracer des carrières exceptionnelles pour faire en sorte que peut-être les plus jeunes qui vont nous écouter ou même des gens qui veulent intégrer une carrière dans le foot, que ce soit comme joueur, que ce soit comme directrice générale, comme coach, comme président. Il y a plusieurs carrières dans le foot possibles. Tu aurais 3 conseils à donner à quelqu'un qui veut intégrer cet environnement-là, l'environnement du foot. Quel serait-il? Le premier, ce serait de toujours avoir un plan B. Intéressant. C'est-à-dire, je développe. Tu veux faire carrière ou autre dans le monde du soccer, et le soccer, ça peut être précaire. Tu peux te blesser, jeune, moins jeune, plus âgé. Et je pense que de garder, et j'en ai parlé beaucoup plus tôt dans notre échange, cette soupape de sécurité avec un emploi ou des formations qui te permettront de rebondir derrière. Première des choses, ne pas négliger la scolarité, les études, la formation. La deuxième chose, ce serait de ne jamais laisser personne te dire que tu ne seras pas capable. Homme, femme, peu importe. Avant tout, c'est de se faire confiance sur tes compétences, sur tes qualités. Si tu as envie d'être athlète de haut niveau, essaye d'aller athlète de haut niveau. Si tu as envie d'être juste amateur, de t'amuser les vendredis soirs, amuse-toi. Fais ce qu'il y a au fond de toi, en fait, dans ton cœur. Et la troisième chose, ce serait de rester intègre. Ne jamais se travestir. Rester intègre dans les choix que tu vas faire, dans les orientations que tu vas prendre, dans les conseils que tu vas recevoir. Reste intègre, reste fidèle à toi-même et à ce que tu t'es fixé comme objectif. Intéressant. Si on avait à aider Marinette Pichon aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elle? À m'aider? Aujourd'hui, je suis heureuse, je suis épanouie, je suis là où j'ai envie d'être. Et puis, je suis sûre à l'avenir qu'il y a des beaux projets qui m'attendent. Bien sûr.
Ben écoute, tu as une carrière exceptionnelle, une belle attitude, beaucoup de choses à ressortir de cet entretien-là. Je te remercie beaucoup, Marinette. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Ouais, je pense que les gens qui vont nous écouter vont avoir été inspirés par ce que tu as vécu, ce que tu as été capable de faire. Et j'espère profondément, et j'en suis convaincu, que les gens vont ressortir de cet entretien-là avec beaucoup de choses qu'ils vont pouvoir mettre en place au quotidien. Donc, Marinette Pichon, merci beaucoup d'avoir pris du temps sur l'histoire de foot aujourd'hui. Merci à toi. Merci beaucoup.